Donc, on a vu le G5 Sahel et les espoirs qu'il fait naître. Monsieur Sada, est-ce que vous allez nous faire désespérer ou nous faire espérer? Parce que vous avez écrit un nombre de choses extrêmement intéressantes sur l'avenir du G5 Sahel. C'est à vous. Merci Madame la sénatrice, merci Monsieur le sénateur. Bravo pour votre initiative et pour la très belle organisation de cette conférence. Donc, vous avez posé pour cette séquence la question quel avenir pour le Sahel. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas Madame Soleil, donc je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse à cette interrogation. Je vais attendre avec une grande angoisse votre sonnette, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire pour donner des éléments de réponse à cette question. Alors, il y a deux manières de répondre à la question quel avenir pour le Sahel. La première, c'est qu'on fait la liste des difficultés qui sont à surmonter et puis qu'on conclut ils y arriveront jamais, totalement pessimiste. Et puis, il y a l'autre manière de répondre à la question, parce qu'il y a quand même, depuis le départ, un volontarisme politique qui est très fort et qui a joué, je pense, un rôle important dans le processus. L'autre manière, c'est d'abord prendre la mesure de la progression de tout ce qui s'est fait depuis le début, et ça a commencé avant la création formelle du G5 Sahel en 2014. Moi, je me souviens des réflexions dès 2009-2010 à Bruxelles, quand l'Union européenne commençait à réfléchir, à consulter pour élaborer sa stratégie Sahel, et que sont nées les idées de dire, ben voilà, il y a 3 puis 5 pays qui ont les mêmes vulnérabilités, qui sont au cœur de la crise. Il faut essayer de trouver une approche spécifique et des réponses spécifiques, jusqu'à les derniers événements qui montrent qu'il y a quand même un chemin assez considérable et, je peux dire, convaincant qui a été parcouru. Donc maintenant, il faut évaluer comment on va finir de remplir le verre à moitié plein. Alors évidemment, la première question qui se pose, et c'est une question marquée par l'urgence, c'est évidemment celle du financement. Première question. Bon, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On sait aussi que c'est pas seulement les problèmes de financement qui vont résoudre tous les problèmes du Sahel, mais quand même, aujourd'hui, le problème du financement, il a un côté positif et il pose aussi un certain nombre de problèmes. Et je parle là du financement du volet militaire, qui a quand même, à ce stade, pris le pas sur les problèmes de développement. Le secrétaire permanent le rappelait, il ne faut pas oublier le volet développement. Il y a déjà des choses qui commencent à s'ébaucher. Je pense que sur le long terme, il va falloir faire de gros efforts pour trouver l'équilibre. On sait que les réponses sécuritaires à court terme sont nécessaires, mais que sur la durée, elles ne sont pas suffisantes. Donc je ne reviendrai pas sur le volet développement. Et d'ailleurs, les problèmes de financement se présentent un peu différemment pour chacun des deux volets. Donc, sur le financement, depuis la conférence de Bruxelles du 23 février, le côté positif, c'est que quand même, les résultats sont positifs et sont même allés au-delà de ce qu'on pouvait estimer et espérer dans les mois qui ont précédé cette conférence. Il y a quand même eu 423 millions d'euros annoncés, ce qui quand même couvre la première année à un niveau satisfaisant. Bon, il y a une incertitude pour les années suivantes, donc pour la pérennisation du processus de la force conjointe et du dispositif sécuritaire. On a vu des estimations qui disent qu'il faudrait 75 millions d'euros, mais enfin je pense que c'est à affiner, que c'est une estimation un peu brute. Donc ça, c'est un sujet sur lequel aussi je pense qu'il va falloir affiner vite, parce que si on veut mobiliser des financements, il faut mettre sur la table des projections et des éléments construits et crédibles.
Bon, alors, je ne reviendrai pas sur le détail des annonces de contribution, mais le problème qui se pose aujourd'hui, enfin, un des problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est d'abord la lenteur des décaissements. Et tout le monde se plaint, aussi bien les chefs d'État du G5 que même les autres partenaires, les Nations Unies, la France en l'occurrence et d'autres. Donc, quand on annonce un premier déploiement du premier stade de l'opérationnalisation de la force conjointe pour mars 2018, mais que les financements ne suivent pas, qui ralentissent cette lenteur de décaissement qui ralentit considérablement le processus d'opérationnalisation, là, il y a un problème. Le deuxième problème qui se pose, je vais vite, le deuxième problème qui se pose, c'est que finalement, toutes ces contributions, elles ne vont pas être regroupées avec une procédure cohérente de décaissement et de répartition, d'affectation des financements, mais chaque bailleur va décaisser chacun de son côté. Et donc, ça veut dire des procédures, des formes directes ou indirectes de conditionnalité qui vont pas non plus simplifier le financement du G5. Et ça, c'est un vrai problème quand on connaît le fonctionnement de la mise en œuvre de ce genre de table ronde des bailleurs. Enfin, il y a quand même aussi d'autres formes de financement indirect ou d'appui à la force conjointe du G5, et ça aussi c'est un problème, et notamment l'ensemble des agences des Nations Unies, puisque quand on voit les programmes d'assistance technique ou d'appui, il y a la MINUSMA, il y a l'ONUDC, il y a le Fonds de consolidation de la paix, il y a le PNUD, il y a l'UNOWAS, il y a le Haut Commissariat aux droits de l'homme, voilà. Donc il n'y a pas besoin de développer les problèmes de coordination et de cohérence qui vont se poser dans les mois à venir, et le risque considérable, je dirais, de centrifugation du dispositif. C'est-à-dire que est-ce que le G5 va pouvoir rester à peu près maître de sa stratégie et de ses objectifs et de la mise en œuvre du processus d'opérationnalisation. Voilà, enfin, il y a d'autres problèmes, par exemple le blocage aux Nations Unies, puisque comme l'a porté le président en exercice du G5, le président Issoufou, à part ce problème financier, il y a quand même une demande de placer la force conjointe sous chapitre 7. Il y a aussi le problème de l'appui que les Nations Unies devraient donner à la force G5. Là, il y a des blocages qui sont quand même un peu préoccupants au Conseil de sécurité et qui sont d'origine américaine, je dirais, pour pas rentrer dans les détails. Voilà, donc trop grande diversité des bailleurs et un peu de diversification de toutes ces procédures, délai de décaissement catastrophiquement lent, pas de garantie encore de pérennisation dans la durée, et puis le problème... je m'y attendais. Et puis le problème, et là le secrétaire permanent le sait très bien, le problème aussi de la structure, de la capacité de gestion de tous ces fonds par le G5 lui-même. Il y a un fonds d'affectation spéciale qui est en cours d'installation, mais il y a aussi un dispositif de l'Union européenne, un mécanisme de coordination. Il y a aussi un dispositif d'appui de l'Union africaine. On ne sait plus trop bien qui gère quoi, qui contrôle quoi. Le secrétaire général des Nations Unies récemment, devant le Conseil de sécurité, a dit, et je rends hommage à sa franchise, les arrangements actuels ne sont ni viables ni à la hauteur des enjeux actuels auxquels nous devons faire face. Je crois qu'on ne peut pas dire les choses plus clairement. Voilà. Oui, Monsieur Sada, c'est pas dans cette maison qu'il faut nous expliquer ce que c'est que le millefeuille. On a une vague idée du millefeuille territorial, on a une vague idée de ce que ça peut être que la dispersion des moyens et des énergies. Ça, on sait très bien comment ça fonctionne. Mais puisque vous avez fait le diagnostic, je pense que tous les gens qui sont autour de cette tribune et dans cette salle auront à cœur d'essayer de trouver
des remèdes. Parce que parfois, on se plaint de ne pas avoir le diagnostic, mais là, on l'a suffisamment tôt. Monsieur le secrétaire permanent, vous pourrez compter sur nous si vous avez besoin d'un guichet unique. En théorie, on sait très très bien comment ça marche. La pratique est un petit peu différente.